Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'On va plus loin. Voici le programme, notre grand débat autour de ce titre attribué à Emmanuel Macron à New York. Champion de la planète pour son engagement contre le réchauffement climatique, une distinction qui ne manque pas de faire sourire certains écologistes français. Sa politique environnementale dans l'Hexagone ne suscite pas le même engouement. Pourquoi un tel contraste entre l'image du président à l'étranger et son image en France? Hashtag OVPL pour réagir sur Twitter. Notre match des idées, il opposera ce soir Florent Vadillo à Jean-Sébastien Ferjou. Nous reviendrons sur cette nouvelle série d'auditions au Sénat dans l'affaire Benalla. La photo de lui dans un restaurant avec une serveuse et son arme à feu le discrédite encore un peu plus. Lâchez-le, dit son avocat. Nous ouvrons le débat sur ce plateau. Et puis l'actualité, c'est aussi ce congrès des régions de France à Marseille. Invité de dernière minute, Édouard Philippe qui tiendra le discours d'ouverture demain matin. Est-ce une opération déminage? Est-ce que ça peut suffire à calmer les esprits? Nous rejoindrons notre envoyé spécial, Oriane Mancini, dans un instant à Marseille et nous poserons la question à Éric Joly, expert des collectivités locales. Mais d'abord, on fait le point avec Jérôme Rabier. C'est bien connu, les histoires d'amour finissent mal, en général. Et pourtant, tout avait si bien commencé entre Emmanuel Macron et les collectivités. À peine élu, le chef de l'État organise au Sénat la conférence des territoires et promet une relation basée sur la confiance. Les territoires, en réalité, savent mieux l'organisation qui est la plus pertinente pour eux. Il faut donc construire ce pacte girondin. Mais la lune de miel tourne court, la photo coupe claire dans les contrats aidés ou l'augmentation de la contribution demandée aux collectivités dans la réduction du déficit. Première fêlure dans les deals, et les régions sont les premières à claquer la porte quand elles apprennent que l'État leur reprend 450 millions d'euros par an en plein congrès annuel. Si l'État veut redonner confiance, on ne peut pas être d'abord à l'origine de la défiance qui est en train de s'installer. Ce qui s'est passé aujourd'hui, ici, à Orléans, est grave. Des régions vite rejointes par l'ADF et l'AMF représentant les départements et les maires. Leurs trois présidents font front commun et implorent l'État de donner des preuves d'amour. Nous avons protesté, les présidents de département, les présidents de région, les maires des communes, nous avons protesté contre une recentralisation rampante. Nous n'accepterions pas une réforme fiscale qui remettrait en cause notre autonomie fiscale. Mais faute d'engagement suffisant, les trois associations décident de boycotter la 3e conférence des territoires en juillet. Un divorce qui n'empêche pas le couple État-collectivité de dialoguer. Mais pour faire revenir les seconds à la table des négociations, l'exécutif devra cette fois aller plus loin que de simples mots d'amour. Un lourd passif donc entre ces élus locaux et le gouvernement. On va tout de suite rejoindre Oriane Mancini, notre envoyée spéciale à Marseille. Oriane, bonsoir. Quel est l'état d'esprit de ces élus locaux à la veille de l'ouverture de ce congrès? Est-ce que la venue d'Édouard Philippe est appréciée? Est-ce que c'est vu comme un geste d'apaisement par exemple? Alors, tout d'abord, 3 mots pour résumer leur état d'esprit: remonté, combatif et uni. Remonté contre cette politique du gouvernement qu'ils jugent recentralisatrice, mettant les collectivités sous tutelle. Remonté contre la méthode également. Ils dénoncent un dialogue de sourds. Nous voulons négocier. Voilà le message qu'ils sont venus faire passer ce soir. Mais je vous le disais, ils sont combatifs. C'est d'ailleurs le sens du rassemblement de ce soir. Le premier du genre, prendre l'opinion publique à témoin. Voilà l'objectif de ce rassemblement. Et puis ils veulent également montrer qu'ils sont unis, communes, départements, régions. François Baroin, Hervé Morin et Dominique Bussereau publieront d'ailleurs une charte commune et ils annonceront également ce soir la création d'une association commune, Territoire Unis. C'est son nom, une première, une grande première, manière pour eux de peser un peu plus face à l'exécutif. Quant à la venue d'Édouard Philippe, vous en parliez, Rebecca, est venue de dernière minute, annoncée seulement hier par le Premier ministre. C'est sûrement une manière pour Édouard Philippe de tenter de renouer le dialogue. Alors les élus ici saluent un signal positif, mais ils attendent du concret demain du discours du Premier ministre. On se souvient que l'année dernière, sa venue au Congrès des régions de France s'est mal passée. C'est là que les régions avaient claqué la porte de la conférence des territoires. Édouard Philippe devra donc demain provoquer l'effet inverse. Et pour cela, il espère compter sur un homme. Gérard Larcher, le président du Sénat, est présent ici à Marseille aux côtés des élus. Il sera présent demain également. Il s'exprimera après Édouard Philippe. Manière d'endosser son rôle de médiateur, lui le grand défenseur des territoires, lui connu pour son sens du dialogue, un sens du dialogue dont aura sûrement bien besoin le Premier ministre.
Oriane Mancini en direct de Marseille pour Public Sénat. Merci beaucoup Oriane pour toutes ces précisions. On vous retrouve ce soir à 22h sur Public Sénat pour une édition spéciale autour de ce rassemblement. On va aller plus loin sur ce sujet avec notre invité dans l'entretien, Éric Djoly. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Président de Clé, un cabinet de conseil en stratégie de communication, mais grand connaisseur des collectivités locales. Vous avez élaboré les lois de décentralisation de 82 et vous avez écrit cet ouvrage pour en finir vraiment avec le millefeuille territorial. Édouard Philippe, finalement présent à ce congrès des régions de France. Est-ce que pour vous, c'est un vrai geste d'apaisement qui doit être pris en compte par les élus locaux? C'est certainement une volonté, la manifestation d'une volonté de dialogue qui n'est pas nouvelle puisque le gouvernement, depuis la fameuse première conférence des territoires, a toujours dit qu'il voulait dialoguer. Ceci étant, les élus ont eu le sentiment qu'il y avait un dialogue et puis que parallèlement, il y avait des décisions qui étaient prises dont ils contestent le contenu, d'où ce malaise croissant qui est lié à la réduction globale des financements, qui est lié aussi à la suppression de la taxe d'habitation, à tout ce que ça entraîne entre les collectivités locales pour la répartition des financements. Donc c'est ce malaise qui apparaît, avec quand même... On a vu que les différents niveaux, régions, départements, communes, avaient la volonté d'être unis. Oui. En fait, ils sont unis contre le gouvernement parce qu'en réalité, ils sont désunis, chacun défendant des intérêts différents et ayant des visions différentes. D'un mot tout de même, cette venue surprise d'Édouard Philippe qui n'était pas prévue, est-ce que pour vous, ça prouve que le gouvernement est fébrile et commence à sentir cette colère des élus et à la prendre en compte très sérieusement? Alors ça prouve effectivement qu'il y a une crainte qui est justifiée, ce qu'on voit de la part du gouvernement. Maintenant, est-ce que ça suffira à apaiser le climat compte tenu de la difficulté des dossiers qui sont à traiter, puisqu'on recherche toujours le substitut de la taxe d'habitation, que ça entraîne ensuite des modifications dans la répartition des impôts entre les différents niveaux, et qu'il y a en plus un malaise un peu général sur le rôle de chacun des niveaux. C'est tout ça qui émerge aujourd'hui sous une apparente unité entre les niveaux de collectivité locale, mais c'est s'unir face à l'État pour mieux masquer, si je puis dire, les différences entre les différents niveaux. Tout de même, depuis le début de ce quinquennat, il ne cesse de dire qu'il y a une recentralisation massive du pouvoir. C'est fondé, ils ont raison? Alors, si par recentralisation, on entend que l'État reprend des compétences aux collectivités locales, ça c'est inexact, puisque c'est même l'inverse. Et d'ailleurs, les élus sont pleins. Ce à quoi on a assisté depuis le début du quinquennat, c'est d'ailleurs la politique, c'est une limitation de la liberté des collectivités locales, ou en tout cas une volonté de contrôle de l'évolution des dépenses. Mais pas pour que l'État fasse à la place des collectivités locales, mais pour imposer aux collectivités locales des efforts de gestion. Donc c'est pas vraiment, à mon sens, une recentralisation au sens un transfert de compétences des collectivités locales vers l'État. C'est même, à mon sens, tout le contraire. Mais c'est une volonté de limiter l'autonomie des collectivités locales dans leurs dépenses, parce que globalement, on essaye de réduire les prélèvements publics et de réduire le poids des collectivités publiques, État et collectivités locales, et que ça impose donc de contrôler les dépenses des collectivités locales. Mais vous êtes en train de nous dire que peut-être cette colère, elle est finalement injustifiée? Non, c'est pas qu'elle est injustifiée, c'est qu'elle est mal, pour des raisons politiques, elle est mal libellée, si je puis dire, elle est mal formulée. Il n'y a pas de recentralisation. Il y a une volonté de maîtrise des dépenses publiques, y compris les dépenses des collectivités locales. C'est le sens des contrats de maîtrise des dépenses publiques qui ont été proposés à la deuxième conférence des territoires, et qui ont été signés par un certain nombre de communes et d'agglomérations, de métropoles, mais par simplement la moitié des régions et un tiers des départements. Vous parlez d'enjeux, depuis le début de cette interview, d'enjeux de politique politicienne. C'est aussi un axe de défense du gouvernement qui dit que finalement c'est une manière de s'opposer au gouvernement et que les arrière-pensées sont finalement très politiciennes. C'est donc aussi votre avis? Il y a forcément des arrière-pensées politiques, quand on voit, même s'il y a aussi des nuances entre les trois présidents, ils sont tous les trois de l'opposition. Tout à fait clairement. Et il y a bien évidemment un terrain, d'autant plus que ça rejoint une critique plus globale qui est faite au gouvernement
d'être le gouvernement des grandes villes, des métropoles, des milieux économiques qui se développent, et d'avoir tendance à oublier les territoires, notamment les territoires ruraux, malgré le ministère de la Cohérence du territoire, malgré les mesures qui ont été prises récemment. Donc ça fait partie de ce terrain pour essayer de mobiliser sur ce terrain-là. Pour vous, c'est finalement une équipe, un gouvernement qui est peut-être pas proche des territoires, mais pas défavorable aux territoires? Je pense pas que vous en observez depuis un an et demi. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il est défavorable au territoire, puisqu'il y a au contraire une loi qui vient d'être votée, la fameuse loi Elan, qui va avec une volonté notamment de redévelopper les centres-villes, des villes moyennes, des agglomérations qui ne sont pas dans les grandes métropoles, qui, elles, se développent très, très, très naturellement. Donc je ne pense pas du tout qu'il y ait une volonté ou même un oubli. Après, il y a une vraie contrainte qui sont celles de respecter l'équilibre des finances publiques et de réduire la fiscalité sur les entreprises et sur les ménages, et donc de contrôler les dépenses de l'ensemble public, que ce soit l'hôpital, que ce soit l'État et les collectivités locales. Et on a bien compris votre point de vue. Merci beaucoup Éric July d'avoir été notre invité ce soir, président de CLEI, un cabinet de conseil en stratégie de communication et expert des collectivités locales. On l'aura bien compris. Place au match des idées dans OVPL. Il va opposer Florent Wadillo à Jean-Sébastien Ferjou. On va revenir sur les nouvelles auditions Benalla qui se tenaient ce matin au Sénat. Elles s'inscrivent dans un contexte qui a encore changé puisqu'une photo d'Alexandre Benalla est venue semer le trouble sur les déclarations de l'intéressé la semaine dernière. Aurélien Romano. C'est l'ancien chef du GSPR, le groupement de sécurité de la présidence de la République sous Nicolas Sarkozy, qui a été le premier auditionné. Les sénateurs voulaient savoir ce qu'il en était de l'organisation de la sécurité sous l'ancien président de la République. Un poste tel que celui occupé par Alexandre Benalla n'existait tout simplement pas. Aucun conseiller membre du cabinet du président de la République entre 2007 et 2012 n'avait en charge une quelconque mission de sécurité rapprochée. De même, aucun conseiller, d'après l'ancien chef du GSPR, n'était armé sous la présidence Sarkozy, contrairement à Alexandre Benalla. Mais non. Encore une fois, si une menace avait pesé sur un conseiller, plutôt que de lui attribuer une arme, on lui aurait attribué une sécurité. Cette arme a encore fait parler d'elle et les sénateurs n'ont pas manqué de rebondir avec un autre intervenant, criminologue, sur le selfie révélé par Mediapart. J'ai rarement vu des selfies de campagne où on essaye d'impressionner la serveuse avec un Glock. D'un point de vue professionnel, c'est contraire à l'ensemble des règles de port, d'usage et de maniement des armes. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas photo. S'il passait un examen, il aurait 0. Le port d'armes et la fonction exacte d'Alexandre Benalla sont au centre des auditions des sénateurs qui continueront le 10 octobre avec la chef du GSPR, cette fois sous François Hollande. Avec nous pour ce match des idées, Florent Wadillo, bonsoir, président du think tank L'Hétairie, et Jean-Sébastien Ferjou, bonsoir à vous également, directeur de la publication Atlantico. Merci à tous les deux. Les auditions se suivent, le flou demeure. Personne n'arrive à comprendre le rôle exact d'Alexandre Benalla à l'Élysée, Florent Wadillo. Oui, c'était une gageure parce que le pouvoir était très embêté avec le périmètre des fonctions d'Alexandre Benalla, et malgré des auditions qui se succèdent à l'Assemblée nationale comme au Sénat, malgré des contradictions quand même assez patentes entre les différents interlocuteurs, que ce soit au sein de l'Élysée, les interlocuteurs extérieurs, ceux qui travaillaient avec Alexandre Benalla, on n'arrive pas à comprendre ce qu'il faisait. Et en fait, c'est ce flou dont on suppose qu'il est organisé, parce qu'on n'imagine pas qu'il dure avec une telle persistance depuis le début de l'affaire, qui commence à être lassant, parce que derrière, on se demande ce qu'il y a véritablement. C'est-à-dire, que cache-t-on aux sénateurs? Je crois qu'on ne cache pas véritablement grand-chose, si ce n'est une histoire mal montée du début jusqu'à la fin, et un pouvoir qui, au lieu de prendre les bonnes décisions, s'est enferré dans une stratégie qui consistait à en dire le moins possible, à ne répondre qu'à la crise, acculée au pied du mur, et qui ne maîtrise pas grand-chose face à des sénateurs qui conduisent un train extrêmement lent, méticuleux, et qui, petit à petit, pointent les failles du discours. Jean-Sébastien Ferjou, un flou maîtrisé, mal maîtrisé, mauvaise communication? D'autant qu'en creux, on comprend quand même quelles étaient les missions d'Alexandre Benalla. On n'arrive pas à les établir, mais c'est un autre point. Mais je pense que tout le monde a bien compris qu'alors qu'il cherche à démentir à tout prix et que les gens les plus proches de l'Élysée cherchent eux aussi
à établir qu'il n'aurait pas eu de mission opérationnelle de sécurité. Manifestement, il en avait quand même. Un certain nombre de photos en attestent. Et puis, les versions contradictoires sur les raisons de son port d'armes, notamment, en attestent aussi, puisque la préfecture de police et l'audition de ce matin dit quand même que le port d'armes lui a été délivré non pas en raison de menaces qui auraient pesé sur lui à titre personnel, mais dans le cadre de ses fonctions. C'est donc bien qu'il avait même à minima, ça ne veut pas dire qu'il était forcément lui, le garde du corps du président de la République, mais probablement l'était-il dans des moments pas publics. Et on voit bien que c'est là tout l'enjeu, et parce qu'il n'y a pas fondamentalement il n'y aurait pas de problème juridique à ce que le gouvernement... à ce qu'il soit armé d'une part, et à ce qu'il soit reconnu qu'Alexandre Benalla a pu, ici ou là, assumer des missions d'ordre opérationnel. Il y a un problème politique, parce qu'il y a le problème de la concurrence avec les gendarmes et la police réellement en charge de la sécurité du président, et puis il y a un problème de choix, finalement, et c'est là où ça entre en collision avec le selfie qui a été publié Oui, on va y venir, justement. Hier, parce que il faudrait que l'Élysée reconnaisse qu'ils avaient choisi de déléguer une mission à quelqu'un dont peut-être la personnalité ne le rendait pas digne. Et donc finalement, on est plus face à un problème politique qu'à un problème juridique à strictement parler. Donc je doute que les auditions à venir permettent d'aller beaucoup plus loin, au-delà de ce qu'on a déjà compris. Et effectivement, cette photo ressortie par Mediapart a encore changé la donne, il faut bien le dire. Un selfie pris en pleine campagne présidentielle où Alexandre Benalla pointe son arme sur cette serveuse qui a été floutée, vous le voyez, dans un restaurant. Il se trouve qu'il ne disposait pas de permis de port d'armes à ce moment-là. Du coup, lorsqu'on demande aux sénateurs de la commission d'enquête si une nouvelle audition d'Alexandre Benalla est souhaitable, certains ne disent pas non. En revanche, Philippe Bas, lui, exclut totalement cette hypothèse. Ils sont au micro de Public Sénat. Écoutez. Une nouvelle convocation serait possible? Tout est possible, mais ça relève de notre décision. Mais tout est possible. Merci. Est-ce que vous allez peut-être le reconvoquer? Ce serait très très bien, parce que là, ces réponses étaient quand même problématiques. Il s'agit d'éléments qui font l'objet maintenant d'une enquête judiciaire. Je n'ai donc pas auditionné M. Benalla pour l'interroger sur son comportement. Alors, tout est possible, mais est-ce que c'est souhaitable, Florent Vadillo? Est-ce que ça n'apporterait pas du crédit à ceux qui disent qu'il y a de l'acharnement? Je pense que c'est ni souhaitable ni possible. Parce qu'effectivement, depuis que l'enquête préliminaire est ouverte sur les propos tenus par Alexandre Benalla et cette photo, je pense que maintenant, on est dans le cadre d'une affaire judiciaire et que l'ordonnance de 1958 ne permettrait pas à la commission des lois d'interroger Alexandre Benalla sur les propos qu'il a tenus et la contradiction, et notamment parce que l'enquête préliminaire est ouverte. Au-demain, ça n'est pas non plus souhaitable. Parce que, à quoi va-t-on assister finalement? À un numéro d'Alexandre Benalla qui est plutôt pas mal rodé, avec, il faut le reconnaître, du talent pour un jeune homme de 26 ans. Un bon communicant. Un excellent communicant, sans doute aidé, mais en tout cas un très bon communicant, qui finit par, en quelque sorte, sortir indemne de toutes les situations qu'on estimait les plus périlleuses. Son audition devant la commission des lois du Sénat était un modèle du genre. C'est-à-dire qu'il arrive en retard, il était attendu, on imaginait que ça ferait Saint-Sébastien, perclus de flèche à la fin de l'audition. Il s'en sort plutôt pas mal, certains le trouvent même sympathique, didactique, pédagogique. Donc je trouve que ça n'ajouterait pas grand-chose à la nature. Moi je trouve que cette photo, elle révèle une chose. C'est pour ça que je serais moins catégorique sur la réalité des fonctions d'Alexandre Benalla. Je pense que ce qu'il y avait chez Alexandre Benalla, c'était un désir de pouvoir et surtout une grande latitude. Il pouvait faire un peu ce qu'il voulait. Et c'est ça qui interroge. Ensuite, sur la manière dont il œuvrait sur des dispositifs publics, privés, etc., c'est un problème d'organisation patent. Mais je crois qu'il était plutôt lié non pas à l'organisation de l'Élysée, plutôt qu'à la désorganisation des forces de sécurité. Et vous avez vu ce que dit son avocat. Je m'étonne, alors qu'il y a des choses sérieuses à traiter dans ce dossier, qu'on continue à chercher des éléments tous azimuts pour nuire à la réputation de M. Benalla. Lâchez-le, dit son avocat Jean-Sébastien Ferjou. C'est son avocat, donc il est normal qu'il le défende. On voit bien que certaines... Non, mais on entend des sénateurs dire que c'est aussi possible de le reconvoquer. Oui, bien sûr, mais je pense qu'il y a quand même une réalité politique derrière. Effectivement, si cette affaire continue à provoquer autant d'intérêt, y compris de la presse, c'est parce que derrière, c'est Emmanuel Macron. Donc ne soyons pas hypocrites non plus. À l'arrivée, bien sûr que la responsabilité d'Alexandre Benalla dans ses actions, à commencer par celle du 1er mai, est en cause, mais on voit bien que le Sénat, et je ne vous dis pas qu'ils sont dans une opération de politique politicienne, je pense que Philippe Bas notamment essaye réellement de comprendre comment l'Élysée, et lui qui a en plus été secrétaire général de l'Élysée du temps de Jacques Chirac, essaie de comprendre comment l'Élysée dysfonctionne et comment peut-être il y a une centralisation du pouvoir où Emmanuel Macron a porté la centralisation du pouvoir
à un point qui n'est plus une question de goût et de couleur, mais qui frôle avec le dysfonctionnement de la République. Donc je pense que c'est véritablement ça l'enjeu. Et Alexandre Benalla met un enjeu de communication différent et à un moment qui va finir par se disjoindre de celui du président, justement, parce que quand il dit qu'on nous lâche, mais je pense qu'il y aurait des moyens assez simples qu'Alexandre Benalla ne soit plus inquiété par la presse et qu'il reconnaisse tout simplement ce qu'auraient été ses missions. Mais là, ça entre en collision avec ce que sont les intérêts d'Emmanuel Macron, et c'est vraisemblablement pour ça que ça va continuer. Et après, je suis d'accord sur ce que vous disiez un peu plus tôt dans la conversation, sur le fait que si le gouvernement ou si Emmanuel Macron avait fait acte de contrition, même à minima, même en pensant que c'était injustifié et qu'il s'agissait là de céder à une forme de pression médiatique ou politique, l'affaire serait derrière eux. L'obstination insensée du gouvernement à défendre M. Benalla, on a vu Mme Belloubet, on a vu dans un certain nombre de circonstances, ou même Emmanuel Macron appelant Gérard Larcher le président du Sénat, tout ça ne fait finalement qu'aggraver le coût politique de cette affaire-là. C'est-à-dire qu'il y a deux affaires dans l'affaire. Il y a ce qui s'est passé le 1er mai et la manière dont les sanctions ont été prises ou non. Et puis après, il y a ce que ça révèle, c'est-à-dire que c'est à double niveau. Il y avait ce que l'existence d'Alexandre Benalla ou la manière dont ses fonctions étaient plus ou moins bien définies révèle du fonctionnement de l'Élysée, et puis il y a ce que ça révèle du fonctionnement de l'Élysée après. Et c'est là où il y a un choix de communication de la part du gouvernement qui est sidérant. Et on va ouvrir le deuxième thème de ce match, c'est la candidature de Manuel Valls à Barcelone. Il n'y avait plus vraiment de suspense, faut bien le dire, mais ce qui est intéressant, c'est de voir les réactions contrastées à cette annonce. Il y a ceux qui disent bon débarras, comme Alexis Corbière de la France Insoumise, et puis il y a ceux qui saluent le panache. Je ne sais pas si j'ai le droit de le soutenir, n'étant pas un citoyen espagnol, mais je trouve que ça ne manque pas de panache. Manuel Valls, de manière générale, est quelqu'un que l'Europe et la République a la chance d'avoir parmi ses rangs. C'est un choix d'autant plus courageux qu'il va affronter, et que c'est loin d'être gagné, tout le populisme catalan, nous le savons. Je fais partie de ceux qui saluent son panache. Et vous vous situez où, Florent Vadillo? Trahison, courage, panache? Je trouve qu'il y a une trajectoire qui devient un peu illisible pour Manuel Valls. Il a basé sa carrière politique en France sur le profond amour du pays, sa naturalisation en 1982. On connaît cette histoire-là. Il a joué cette carte en tout cas. Il a totalement joué cette carte. Il a voulu être plus royaliste que le roi, intransigeant sur les valeurs de la République, un élu français. Il s'est battu jusqu'à parfois se déshonorer pour avoir l'investiture pour les élections législatives. Il a été très humilié par La République En Marche, puis adoubé, puis élu dans des conditions extrêmement difficiles, puisqu'il y a eu des recours contre son élection. Donc tout cela ne laissait pas entendre qu'il abandonnerait le siège de député pour lequel il s'était âprement battu au bout d'un an. Au demeurant, pour aller dans un parti politique de centre-droit, voire de droite, c'est-à-dire que c'est quand même à nouveau une trajectoire politique plus que surprenante. Moi, je trouve qu'il est en train de brouiller une lisibilité politique qu'il avait réussi à imprimer à son parcours, de rocardien au sein du Parti socialiste, un peu trublion mais rocardien tout de même. Et il est en train, en plus, de se perdre dans une aventure dont on peut douter de la pertinence et surtout de l'adhésion. Pourquoi douter de cette pertinence? Je voudrais juste vous faire réagir, et ensuite je vous fais réagir aussi, Jean-Sébastien Ferjou, à cette analyse de Guillaume Perrault au Figaro. Les concepteurs de Maastricht nourrissaient de grands espoirs envers le droit de vote et l'éligibilité aux municipales pour les ressortissants des pays frères. Leur objectif était de dissocier citoyenneté et nationalité en forgeant une citoyenneté européenne, notion qui figure en toutes lettres dans le traité. Est-ce que finalement, c'est pas très européen? Est-ce que ça ne va pas dans le sens de l'Europe, Jean-Sébastien Ferjou? Ah oui, mais je trouve que c'est absolument pas choquant qu'il ait fait ce choix-là. De toute façon, la réalité politique à laquelle il était confronté en France était que, après s'être un peu, vous disiez déshonoré, je pense que le mot est certainement un peu excessif, mais après être allé jusqu'à ravaler sa fierté, disons, pour obtenir l'investiture de la République En Marche, ou en tout cas ne pas avoir de candidat, non, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Déshonorer, des actes déshonorables, c'est quand même autre chose que de savoir faire profil bas. Mais que après avoir fait ça, il voit bien qu'il n'a pas d'espace politique. Emmanuel Macron, ils étaient
étaient quand même totalement rivaux du temps de François Hollande. Et Emmanuel Macron lui a volé ce qu'il avait toujours pensé lui être, c'est-à-dire celui qui serait le disrupteur. C'est par dépit qu'il se tourne vers Barcelone? C'est pas un choix par défaut? Je pense qu'il n'y a pas forcément de décision chimiquement pure et parfaite. Et dans les réactions des politiques, on voit aussi qu'ils réagissent à un double niveau. Il y en a qui sont dans un commentaire politique, puis il y en a d'autres qui finalement réagissent par rapport à leur propre trajectoire. C'est-à-dire, ils conçoivent ce que c'est que quelqu'un, mais ça c'est l'ancien monde, ou en tout cas ce qu'on veut appeler maintenant l'ancien monde, que quelqu'un qui a investi toute sa vie dans une carrière politique, parce que Manuel Valls n'a jamais rien fait d'autre que de la politique ou de travailler dans des organes politiques ou d'être élu, que ce soit difficile à avaler, que d'un seul coup, après avoir fait autant d'efforts, vous n'ayez plus ni aucun avenir, ni aucun espace. Après, moi, la seule observation que j'ai, c'est que la radicalité qu'il a perdue en France, parce que Manuel Valls, c'était avant tout le théoricien des deux gauches irréconciliables, c'était aussi celui qui voulait avoir un discours très ferme sur la République, et ce qui n'est pas contestable sur le fond, mais dans son mode d'expression, probablement, n'a-t-il pas assez pris en compte la sensibilité des autres, à commencer par celle de ses alliés. S'il arrive en Catalogne et qu'il fait la même chose, je pense que ça produira plus ou moins les mêmes effets, parce qu'on ne peut pas dire que ce soit un climat politique particulièrement apaisé. Donc la radicalité... Et d'ailleurs, il a déjà commencé à mettre de l'eau dans son vin, parce qu'il y a quelques semaines ou quelques mois, il était dans un discours extrêmement violent, quasiment vis-à-vis des nationalistes ou des indépendantistes catalans. Il a commencé certainement pas à changer d'avis, mais en tout cas à avoir un discours de manière à être plus conciliable avec peut-être ceux qui sont dans une zone grise. Florent Vadillo, d'un mot, elle n'est pas européenne, cette candidature? Non, je ne pense pas qu'il pense l'Europe en allant à Barcelone. Il va chercher un espace politique parce qu'il ne fait pas que subir Emmanuel Macron. Il s'est aliéné aussi son propre espace politique par les choix qu'il a fait, les choix de vote, etc. Sa radicalité, mais il s'est cornérisé lui-même. Plus il a subi les événements. Et là, il choisit un peu une bulle d'air, une échappatoire, même si la situation politique catalane ne lui est absolument pas favorable, et il faudra qu'il fasse oublier effectivement les excès de langage qui ont été les siens, les meetings auxquels il a participé. Mais je pense qu'il est plus dans un nouveau combat radical, celui de défendre l'unité des États-nations, plutôt que de défendre l'idée d'une citoyenneté européenne. Dernier sujet de ce match, c'est cette nouvelle illustration du « en même temps » d'Emmanuel Macron. Il y a 2 semaines, le chef de l'État reconnaissait la responsabilité de l'État français dans la disparition de Maurice Audin, ce mathématicien communiste, militant de l'indépendance de l'Algérie, en lien avec le FLN. Et puis ces derniers jours, même geste de repentance vis-à-vis des harkis. Cette fois, le gouvernement annonce 40 millions d'euros supplémentaires. À tous ceux rassemblés ici, je veux redire que cette histoire singulière et dramatique nous oblige. Et parce qu'elle nous oblige, le président de la République m'a chargé de vous dire qu'il souhaite accomplir au nom de la France un geste fort de reconnaissance. En son nom, c'est un honneur de vous annoncer qu'il présidera une cérémonie d'hommage exceptionnelle dans les prochains mois. Jean-Sébastien Ferjou, quel regard vous portez sur cette double initiative présidentielle ? Il y a effectivement du en même temps. Après, je ne sais pas s'il faut rejouer les matchs du passé à l'infini, c'est-à-dire en faire tout objet de polémique. Ce qui compte d'une certaine manière à mes yeux, plus que la demande ou la reconnaissance ou la demande de pardon auprès de Madame Audin, c'est la reconnaissance vis-à-vis des harkis. Mais cela dit, Emmanuel Macron est loin d'être le premier président de la République à s'engager dans cette voie-là. Ses prédécesseurs l'ont fait. Et la question pour le coup, la semaine dernière, il avait annoncé des légions d'honneur ou des grands croix de la Légion d'honneur. Je pense que c'est très bien, mais effectivement, quand on voit comment la France a traité les harkis, il y a un enjeu très très financier dans l'histoire. Et c'est vrai que les 40 millions d'euros qui sont consentis là, d'une certaine manière, si on est dans une vraie reconnaissance, c'est pas très cohérent de n'aller que vers 40 millions d'euros. Alors, les associations harkis demandaient 40 milliards d'euros. Il y a peut-être un juste milieu, oui, mais pas pour le plaisir de trouver des justes milieux, mais parce qu'il y a aussi un principe de réalisme et de ce qui est possible. Et d'une certaine manière, il est paradoxal de dire on reconnaît vraiment les mauvaises actions, enfin pour le coup le déshonneur que la France s'est elle-même infligé en abandonnant les harkis à leur sort, que ce soit ceux qu'on a laissés en Algérie ou que ce soit ceux qu'on a ramenés en France et finalement internés ou à qui on n'a jamais véritablement donné la possibilité de s'intégrer dans le pays. Je pense que 40 millions d'euros, quel que soit le contexte budgétaire, parce que j'entendais un député de la République En Marche qui disait les harkis croient qu'ils sont au centre du monde, mais la réalité budgétaire est autre.
Enfin, les principes se divisent pas. Oui, je veux bien sûr. qu'il y ait une forme de réalisme, mais quand même, si on est, allons au bout des logiques et pas juste dans des espèces de calculs politiques, parce que justement, ça intervient. Je ne sais pas si c'est si habile que ça de faire un pas d'un côté, un pas de l'autre, parce qu'à l'arrivée, je pense que ça ne satisfait ni les uns ni les autres. Florent Badiou. Oui, chaque président, en quelque sorte, eut son action mémorielle. Hein, c'est-à-dire, on se souvient de Jacques Chirac au Veldiv. Nicolas Sarkozy avait été plus justement crispé sur les questions algériennes. Hein. Son discours d'Oran était pas d'une grande ouverture. Il voulait un nouveau partenariat, mais sans revenir sur le passé, mettant en avant le fait qu'il était le premier président de la République à ne pas avoir connu la guerre d'Algérie. François Hollande a eu la question de la traite, et Emmanuel Macron, il lui reste la guerre d'Algérie, qui est quand même un vrai prurite pour l'opinion française, qui est encore très vive sur ce sujet-là. Et donc, il essaie par touches successives de promouvoir une position mémorielle de la France. Mais il fait un peu les choses à moitié, comme le dit Jean-Sébastien Ferjou. En tout cas, c'est surprenant comme démarche, parce que c'est le en même temps, certes, mais sans vraie scénarisation de la démarche. Il n'y a pas un travail mémoriel qui est mis en œuvre. Il n'y a pas une volonté, en quelque sorte, Et pour de cause, parce qu'on ne peut pas gérer la mémoire nous seuls. À un moment, ça passe aussi, alors pas pour les harkis, mais ça passe aussi par l'Algérie. Et dans le cas de Maurice Audin, ça supposerait que les Algériens eux-mêmes, ça peut pas se faire à l'Algérie elle-même, participe à la démarche dans la scénarisation que vous évoquez, sauf que c'est absolument pas le cas. L'Algérie ne veut pas en entendre parler. Je pense qu'il y a d'abord un sujet franco-français à résoudre avant d'aller sur la guerre d'Algérie et les torts partagés. Il y a un vrai sujet de clivage au sein de la société française sur la guerre d'Algérie qui, on le pensait un peu dépassé, qui reste encore très vif, et avec des électorats, notamment dans le quart sud-est, qui sont encore très sensibles à cette question-là. Donc il est très surprenant qu'en fait, qu'il s'attaque de manière très impressionniste à la guerre d'Algérie, sans démarche globale, mais avec une volonté néanmoins de geste fort, puisque ce terme de geste fort revient quand même dans tous les discours. Et on va s'arrêter là, c'est la fin de ce match des idées. Merci d'y avoir participé à tous les deux. C'est l'heure du grand débat dont va plus loin. #OVPL pour réagir sur Twitter. Je vous le rappelle, on va revenir sur cette distinction de premier ordre pour notre président, sacré champion de la Terre et du climat au One Planet Summit. Ne riez pas, à New York, rien que ça. Mérité, pas mérité, on va en discuter avec nos invités juste après ce sujet de Cécile Sixou. If you don't want to wake up one day when it is too late, show you care. Pour la planète, il a éteint les lumières de l'Elysée. C'était en mars dernier. Emmanuel Macron prête sa voix pour l'environnement dans un clip vidéo en anglais. Le président de la République, doublement récompensé champion de la Terre et ambassadeur du climat, a su travailler son image de défenseur de l'écologie à l'étranger. Après le One Planet Summit organisé à Paris il y a un an, il a marqué les esprits avec sa formule « Make our planet great again ». C'était audacieux l'année dernière de faire ce One Planet Summit, dire tout de suite après derrière Trump Make the planet great again, alors que Trump il était Make the America great again. Donc c'était audacieux ce qu'il a fait parce que c'est quand même la grosse puissance planétaire. Hier encore à l'ONU, il s'est posé comme l'un des leaders mondiaux dans la lutte contre le changement climatique. Engageons-nous clairement et soyons tous et toutes aussi clairs, concrets et cohérents. Il y a urgence. Alors mettons-nous en conformité avec les engagements que nous avons pris. Une image pourtant bien loin de celle qu'a le chef de l'État en France. Après la démission de Nicolas Hulot, la caution écologiste du président de la République, cette image s'est particulièrement écornée et ces prix inspirent les moqueries de la part de l'opposition. Emmanuel Macron, champion du climat, mais c'est Nicolas Hulot qui va lui remettre la médaille alors ? Nicolas Hulot a validé un diagnostic que nous posons depuis longtemps. Tant que la toile de fond restera le libéralisme économique et la compétition généralisée, on ne sera pas à la hauteur en matière climatique. Greenpeace parle de son côté d'une blague plus que d'une récompense. Action Climat, Jérôme Bignon, sénateur Les Indépendants de la Somme, membre de la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, Hervé Kempf, rédacteur en chef de Reporter, le quotidien de l'écologie, et Yann Verling, secrétaire général du MoDem, conseiller de Paris et ancien secrétaire national des Verts. Merci à tous les quatre d'être ici. Ils sont quand même une dizaine à recevoir ce titre de champion du climat, champion de la planète. Emmanuel Macron n'est pas le seul. Greenpeace dit que c'est une farce. Et vous, Anne Bringot ?
On trouve ça effectivement plutôt déconcertant, recevoir un prix de champion du climat alors que les émissions de gaz à effet de serre en France augmentent à nouveau depuis 2 ans, qu'en 2017 on est à 6,7% de dépassement du budget carbone, c'est-à-dire du plafond d'émissions de gaz à effet de serre que la France s'est elle-même fixé. On n'est pas sur la bonne trajectoire et il ne se passe rien. On continue des projets d'autoroute, on ne lance pas vraiment une rénovation massive des logements pour économiser l'énergie. On ne comprend pas du coup d'où vient ce prix. Un des mérites attribués à Emmanuel Macron, c'est ce slogan repris dans le monde entier, « Make our planet great again », le soir où Trump décide de sortir de l'accord de Paris. Pour l'eurodéputé écologiste Yannick Jadot, ça ne suffit pas, je le cite. Macron a peut-être trouvé le meilleur slogan de l'année, mais il est loin d'être un moteur en Europe sur ce sujet. C'est sévère, Jérôme Bignon? C'est souvent facile de critiquer, surtout sur ces sujets qui sont gigantesques, qui dépassent la capacité d'un seul homme à faire des choses. C'est sûr que c'est pas terrible, quoi. On aurait préféré qu'on ait un budget pour le climat qui soit meilleur, qu'on aurait préféré que la capacité d'entraînement que le président Macron veut développer soit plus efficace, on aurait préféré, etc., etc. Mais pour autant, c'est plus peut-être pour le passé que pour l'avenir que ce prix lui est décerné. En général, on décerne un prix pour ce qu'on a fait, pas pour ce qu'on va faire. Donc il ne faut pas désespérer. On a déjà vu ça avec Obama et le Nobel de la paix. C'est oui, mais c'est infiniment difficile. Alors peut-être que ce sont ces récompenses qui dépassent, à mon avis, l'idée qu'on doit se faire. Le suffrage universel est une charge. C'est pas fait pour distribuer des couronnes ou des gâteaux pour dire c'est bien. Je préfère le suffrage universel modeste que le suffrage universel couronné. Voilà. On entend des réactions de moquerie en France, Yann Verling, autour de ce titre accordé à Emmanuel Macron. Est-ce que vous trouvez ça sévère ou est-ce qu'effectivement, faire avancer le climat, faire avancer l'écologie, ça passe par ce genre de slogan qu'a pu clamer Emmanuel Macron? Vous savez, moi, ça fait bien longtemps que je dis ce qui me semble nécessaire de faire pour aller plus loin, mais en même temps, selon la formule consacrée, je pense que continuer de critiquer en disant ouais, c'est pas bien parce que ça va pas assez loin, c'est l'ami du statu quo, cette formule. Vous savez, c'est je suis pas pour parce que ça va pas assez loin. Donc on reste là où on est, on n'avance pas. Non, il faut avancer, même si ça va pas assez vite. Et prendre tout ce qui vient. Exactement. Et je pense qu'Emmanuel Macron, il avance avec le rythme qui est le sien, et je crois qu'il n'est pas mauvais, son rythme. Ensuite, il faut se comparer. Il faut se comparer. C'est-à-dire que aujourd'hui, la France et l'Europe, quand on se compare avec d'autres pays, d'autres continents, franchement, on n'a pas à rougir de ce qu'on a fait et d'où on est aujourd'hui. On est leadership sur les questions climatiques, on est en leadership sur les questions environnementales, et même la France dans l'Europe, je suis désolé, là aussi, on n'a pas à rougir. Il y a des pays qui vont bien moins vite et bien moins loin que nous en matière de protection de l'environnement, d'engagement climatique. Alors, il y a des années où c'est plus difficile que d'autres pour être au rendez-vous. Mais franchement, il ne faut pas rougir des résultats qu'on a aujourd'hui. Et je vois Hervé Kempf faire non de la tête. Hervé Kempf, est-ce que finalement ce titre accordé à Emmanuel Macron, ce n'est pas aussi une manière de faire pression en lui disant, voilà, on vous donne ce titre, mais maintenant, agissez bien, agissez dans le sens de ce que vous avez dit? Non, j'ai aucune idée de la raison pour laquelle le programme des Nations Unies pour l'environnement, qui fait par ailleurs du bon travail, a décerné ce prix. Pour vous, c'est incompréhensible. Non, je pense que c'est plutôt un jeu très politique au sein des institutions de l'Organisation des Nations Unies, puisque vous savez que Donald Trump et les États-Unis ont choisi de ne plus apporter leur quote-part aux Nations Unies. Et donc voilà, donc le PNU peut-être veut remettre la balance en mettant un projecteur, et c'est un appel peut-être indirect à un soutien. Mais en tout cas pas du tout mérité. Non, ça n'est pas de mérité. Je dirais même, je suis en contradiction avec Yann Verling. Non, la France n'a pas le leadership en Europe. Pour reprendre les sites qu'a cité Anne Bringot, qui sont les émissions de gaz à effet de serre, la source de cet chiffre, c'est l'Agence européenne de l'environnement. Et si vous regardez le bilan pour tous les pays européens, eh bien la France est très mal classée devant nous, c'est-à-dire qui réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre en 2017. Il y a l'Angleterre, il y a l'Allemagne, il y a la Finlande, il y a beaucoup de pays. Donc la France, en aucun cas, n'a le leadership en Europe sur ce plan. Et je dirais, on peut pas, comment dire, rien que cette semaine, il s'est passé 2 événements graves dans lesquels la France est impliquée. Un, le grand contournement ouest de Strasbourg, qui est un projet d'autoroute qui va artificialiser à nouveau des sols, qui va stimuler le trafic automobile,
qui a reçu, c'est invraisemblable cette affaire, l'avis... Sans rentrer dans le détail, parce l'avis contraire de l'autorité environnementale de l'environnement, l'avis contraire du Conseil national de la protection de la nature, l'avis contraire de l'enquête publique favorable, et le gouvernement le maintient, et fait en plus avec énormément de violence, puisqu'un député européen, et qui est en plus président de la commission des transports, a été gazé au gaz lacrymogène par des policiers. On se demande où on est. Je pourrais, pour ne pas être trop long, prendre beaucoup d'autres détails, mais beaucoup d'autres exemples. Mais la France vraiment agit mal en matière d'environnement. Alors, on va continuer, on va poursuivre. Il y a d'autres réactions intéressantes à cette récompense attribuée à notre président, celle du climatologue Jean Jouzel. C'est vrai qu'il a une très belle image à l'international, qu'il est très bon dans les discours et l'engagement, mais encore faut-il que la France respecte les objectifs qu'elle s'est elle-même fixés. Au contraire, le député La République En Marche, Mathieu Orphelin, proche de Nicolas Hulot, nous dit « L'action d'Emmanuel Macron est jugée beaucoup plus positivement à l'étranger qu'ici, car il a amené un regain d'énergie positive autour des engagements sur le climat après la sortie de Trump. » Est-ce que, Anne Bringot, on peut imaginer que les Français soient un peu ingrats avec leur président? C'est surtout ce qu'il dit, Mathieu Orphelin, c'est qu'effectivement, il a un rôle à l'international. En tout cas, Emmanuel Macron a une image à l'international de leader sur le climat qui est utilisée en partie par d'autres pays ou par des institutions internationales pour pousser d'autres États à avancer. De ce côté-là, c'est positif. Le problème, c'est que c'est déjà pas mal, sauf quand on va s'apercevoir qu'en interne, on ne respecte pas nos budgets carbone. Quand on frôle les 3% de déficit budgétaire, tout le gouvernement est en émoi, je pense que les parlementaires aussi en débattent longuement. Quand on dépasse de 6,7% le budget carbone, ce qui a un impact incroyable sur notre climat et sur nous actuellement et nos enfants, il ne se passe rien. Pourquoi pas un séminaire gouvernemental? Pourquoi pas des propositions devant le Parlement? Pourquoi pas réunir effectivement les acteurs de la société civile pour voir ensemble comment on peut prendre des mesures complémentaires? Il faut une vraie gouvernance du climat en France. Elle n'existe pas. Jérôme Bignon, c'est vrai qu'il y a un vrai contraste entre l'image d'Emmanuel Macron sur tout un tas d'autres sujets, mais aussi le climat à l'étranger, et son image en France. C'est vrai, oui. C'est pas tellement son image en France, c'est ce qu'il fait en France plutôt que son image. Le problème, c'est c'est très bien d'avoir une relation, une courroie de transmission, un moteur, etc. C'est tout à fait louable. Mais faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. C'est un peu difficile à vivre. Ça peut pas durer très longtemps. C'est-à-dire que peut-être il faut essayer de remonter dans le wagon de ceux qui agissent davantage. Et pour l'instant, quand on regarde le CITE sur le budget, on voit en 3 ans, et depuis spécialement que le gouvernement nouveau est en place, on perd un tiers du montant. On passe de 1,2 milliard à 800 millions pour rénover les passoires énergétiques. Alors c'est quand même pas un signal formidable à donner. Moi, encore une fois, j'ai pas été peut-être très gentil, très aimable sur la couronne. Je trouve que toutes ces histoires de titres, je suis le meilleur du monde, je trouve que c'est un peu dérisoire par rapport aux enjeux. On est sur des sujets sérieux. Il y a trop de réfugiés, il y a trop de gens qui sont mal chauffés, il y a trop de consommation de charbon dans le monde. Voilà, personne n'est le champion du monde de ces choses-là, sûrement pas. Il faut qu'on y aille tous ensemble. Et après, alors, de faire un espèce d'énorme mouvement sur ce truc, on n'a pas grand-chose à dire en France, sauf que effectivement, on fait comme on peut, c'est difficile, il n'y a pas beaucoup d'argent, il y a une réticence de la société à avancer, il y a une réticence politique à avancer aussi, et Macron ne peut pas le porter tout seul. Donc il faut l'aider. Moi, je suis toujours pour essayer. J'ai envie que le président Macron réussisse, parce que les enjeux qui sont devant nous sont tellement forts que je veux qu'il réussisse. Mais pour autant, je ne peux pas dire c'est formidable, il est champion du monde. Voilà, je garde ma raison sur ce sujet-là. Emmanuel Macron lui-même serait-il en train de passer des paroles aux actes? En tout cas, hier, à la tribune de l'ONU, il a lancé un appel très concret. Je vous propose de l'écouter, je vous ferai réagir après. Il y a urgence. Alors mettons-nous en conformité avec les engagements que nous avons pris. Ne signons plus d'accords commerciaux avec les puissances qui ne respectent pas l'accord de Paris. Faisons en sorte que nos engagements commerciaux intègrent nos contraintes environnementales et sociales. Hervé Kempf, c'est un appel fort et concret, non? Mais on est dans le mensonge, en fait. Je crois qu'il faut dire les choses plus nettement, j'en suis désolé. On est dans le mensonge. Non seulement il ne progresse pas, mais en fait, il tient des discours sur l'environnement et il applique une politique qui est différente. Il vient de parler des accords commerciaux. Qu'est-ce qui s'est passé? La France, discrètement, vient d'accepter d'apporter son appui au CETA,
un traité de commerce de libre-échange avec, on prépare avec le Canada, pardon, avec un autre traité avec le Japon, et il s'en prépare un autre, le Mercosur, avec l'Amérique latine, qui n'intègre précisément pas les questions environnementales et qui va susciter un accroissement du transport dont on sait maintenant parfaitement, parce que ça a été étudié par des économistes, que ça génère des émissions de gaz à effet de serre. Donc non seulement M. Macron n'avance pas, mais il ment, il fait des grands discours à la tribune, et la pratique de la politique, c'est que on ne fait pas de politique environnementale. Je pourrais citer encore 2 exemples très récents. Europa City. Et on fera répondre Yann Verling ensuite. Le gouvernement vient de donner son appui au projet par une gare dans un projet qui est au nord de Paris et qui va à nouveau artificialiser toute une zone agricole au bord de Paris. Il vient de donner pendant l'été son aval à une autoroute Toulouse-Castres à côté de Toulouse. Enfin voilà, on est vraiment dans cette logique. Donc Emmanuel Macron, un président tout sauf écolo, Yann Verling, c'est ce que non, vous dites. Mais écoutez, moi, on s'apprécie beaucoup avec Hervé Kempf, donc mais ces discours qui consistent à faire la liste de tout ce qui ne va pas, ça fait 20 ans, 30 ans qu'on le fait, ça. Bien sûr qu'il y a des trucs qui vont peut-être pas, c'est sûr, mais à un moment donné, se retrousser les manches, essayer de faire avancer les choses, encore une fois, c'est mieux que de commenter. Je suis désolé de le dire comme je le pense. Il ne fait pas, c'est des faits, il ne fait pas avancer les choses, il fait avancer le béton. Il fait avancer le béton, il fait avancer les émissions de gaz à effet de serre. Et vous le savez, c'est aussi des projets qui ont été portés pendant 30 ans. Quand on renonce à Notre-Dame-de-Lande, ça n'est pas rien. Quand, avec Nicolas Hulot, on a fait voter la loi qui renonce aux hydrocarbures, ça n'est pas rien. Il y a des décisions qui ont été prises et qui sont lourdes de conséquences. Après, il y a d'autres choses qui sont dans les tuyaux depuis très longtemps. Le GCE, vous le savez aussi, ça fait 30 ans que c'est dans les tuyaux. Europa City, par exemple, aucune nécessité cette semaine à donner l'autorisation pour le projet de gare à Gonesse. Mais vous pouvez m'en lister plein des projets comme ça. C'est un exemple comme ça. En même temps, Emmanuel Macron, par exemple, vous ne l'avez pas mis au reportage à l'instant, a aussi annoncé que la France sera au rendez-vous du fonds pour le climat mondial avec 5 milliards d'euros qui vont être versés d'ici 2020 par la France. C'est une contribution énorme sur les 100 milliards. Il y a des annonces qui sont faites, il y a des choses qui sont dites. Mais non, mais écoutez, on peut lister tout ce qui ne va pas, mais moi je vous dis simplement que des choses... Il va falloir faire des choix. Mais il bien va falloir sûr, mais... réduire notre consommation d'énergie fossile, laisser la plupart des énergies fossiles dans le sol. Il faut rénover les logements, il faut les isoler. Ok, donc, il faut Yaka. On est d'accord, mais ne dites pas qu'on ne le fait pas et qu'on n'essaye pas d'avancer. On avance dans ces directions-là et on ne fait pas l'inverse. Mais on fait en même temps des projets qui sont en incohérence. Il n'y a pas de cohérence gouvernementale. Mais vous pouvez me faire la liste dans tous les pays d'Europe, comme vous le faites là, dans tous les pays d'Europe, en Allemagne, en Angleterre, comme vous avez cité des exemples, vous avez exactement des projets de même nature. Et quand vous constatez dans la que société, vous n'êtes pas il y a des choses qui sont conflictuelles et il faut les affronter. Quand vous constatez que vous n'êtes pas au niveau du budget carbone, peut-être que vous pouvez effectivement dire je vais réagir, j'admets que nous ne sommes pas sur la trajectoire que la France est elle-même fixée avec la loi de transition énergétique et je mets autour de la table les acteurs et je donne une consigne au gouvernement pour essayer de se remettre sur la trajectoire. On ne peut pas se contenter de petits pas sur le climat parce que c'est une urgence sur laquelle il faut agir maintenant. Sinon les conséquences seront dramatiques. Yann Verling parlait de liste, moi j'en ai préparé une aussi, effectivement, c'est celle de Matignon. Après la démission de Nicolas Hulot, Matignon a tenu à montrer patte blanche en montrant tout ce qui avait été fait pour l'environnement depuis le début du quinquennat. Là voilà cette liste et j'ai évidemment choisi 5 projets en cours ou annoncés, mais il y en avait d'autres. L'interdiction de l'exploration des hydrocarbures, la fermeture des centrales à charbon et de Fessenheim dans les 4 ans, l'abandon du projet d'aéroport Notre-Dame-des-Landes, la part des aliments bio et locaux qui passe à 50% dans les cantines, la sortie du glyphosate en 3 ans et l'interdiction des néonicotinoïdes. Jérôme Bignon, c'est beaucoup, c'est peu. Moi je me place à la place du Français, à la place des téléspectateurs. Est-ce que oui ou non, ce qui a déjà été fait en 1 an et demi, c'est déjà beaucoup? C'est pas mal. Néonicotinoïdes et glyphosate, je pense que ce sont des décisions, de bonnes décisions. Notre-Dame-des-Landes, j'étais également pour la suppression du projet, donc je trouve que ça a été pas mal négocié. Il n'y a pas eu des drames qu'on avait annoncés. Donc c'est vrai, on est toujours, vous savez, quand on regarde un homme politique, on est toujours dans le problème de la bouteille à moitié vide ou de la bouteille à moitié pleine. Ça fait partie du jeu. Comme nos interlocuteurs, que je comprends également, sont inquiets parce qu'ils trouvent que ça ne va pas assez vite, pas assez loin, que ça ne correspond pas à leur engagement. Ils ont plutôt tendance à trouver que la bouteille est à moitié vide. Et M. Verling, avec son enthousiasme, est plutôt en train de dire tout ce qu'on fait, les autres ne l'ont pas fait avant, donc c'est pas si mal. Moi, ce qui m'ennuie le plus dans cette histoire, c'est l'idée d'aller se faire couronner roi du monde. Parce que je trouve que
aucun homme politique. Lui qui l'a demandé, quand même. Non, mais on peut très bien dire j'y vais pas. Hein. Il y a d'autres hommes qui ont renoncé à aller chercher le prix Nobel. Juste pour en revenir à cette liste, on n'est pas seulement dans le symbole. Il y a des mesures très symboliques sur les hydrocarbures, c'est quand même pour 2040. Donc, et depuis, il y a des permis d'exploration qui sont donnés à nouveau. Donc il faut quand même redonner la vérité. Les centrales à charbon, justement, vous êtes là pour ça. Elles ne sont pas encore fermées. Attendons qu'elles soient fermées. C'est une bonne annonce et on espère que ça sera fait. Notre-Dame-des-Landes, c'est effectivement une très bonne décision et on espère que le trafic aérien va commencer à réduire parce que ça devient urgent. Simplement, il n'y a pas une cohérence de la politique gouvernementale. C'est-à-dire qu'il y a des petites mesures qui sont prises ou des mesures de plus grande ampleur comme Notre-Dame-des-Landes, mais il y a à côté d'autres mesures qui vont dans une orientation qui est différente et opposée. Il faut vraiment verdir le budget aussi de l'État pour vérifier qu'est-ce qui va vers les niches fiscales, quels sont les cadeaux fiscaux au kérosène, au carburant pour les routiers, et qu'est-ce qui va au contraire pour la transition énergétique. Et essayer effectivement d'orienter les financements vers ce qui va plutôt vers les métiers de demain, les activités de demain. Il faut anticiper ces changements. Et je voudrais qu'on fasse un petit retour en arrière, parce qu'effectivement, beaucoup accusent Emmanuel Macron de s'en tenir au seul discours, à la communication, sauf qu'on s'aperçoit que tous les autres présidents ont tenu des discours très forts, et aussi sur les enjeux environnementaux. Ont-ils agi plus? Ont-ils agi mieux? Je vous demanderai votre avis dans un instant. Je voudrais d'abord qu'on les écoute, ces anciens chefs d'État. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Aujourd'hui, on sait ne rien faire serait rien d'autre que criminel au regard de l'avenir de la planète. Mais jamais, je dis bien jamais, l'enjeu d'une réunion internationale n'avait été aussi élevé. Car il s'agit de l'avenir de la planète, de l'avenir de la vie. Hervé Kempf, on en a eu des discours forts, des discours de présidents français forts sur les enjeux environnementaux. Ont-ils agi? Oui. Je dirais il faut se rappeler le contexte a évolué, la conscience collective a beaucoup évolué, par exemple par rapport à 2002. Et aussi les faits, c'est-à-dire que la connaissance du changement climatique, entre autres, a beaucoup avancé depuis cette époque. Donc M. Chirac avait quand même fait passer quelque chose qui était important, qui était le principe de précaution intégré dans la charte de l'environnement, dans la Constitution. Il y avait eu diverses actions. M. Sarkozy a lancé les Grenelles de l'environnement, qui a quand même eu un effet tout à fait impressionnant, non seulement de mettre les gens autour de la table, de faire dans une logique de cohérence, comme l'a très bien dit Mme Bringot, et après de définir un certain nombre d'objectifs. Le problème, c'est que M. Sarkozy a abandonné en cours de route, alors qu'il avait quand même une politique qui était très intéressante, et sur laquelle, par exemple, des commentateurs, après avoir présenté les faits, pouvaient dire « c'est bien ». Pour M. Hollande, on est dans le même syndrome que M. Macron, c'est-à-dire des beaux discours, et puis on les a beaucoup listés à Reporter, on a fait les listes, je suis désolé, information après information, on regarde, et le bilan global était négatif, même si l'accord de Paris a été important et a été vraiment soutenu par le gouvernement de M. Hollande à l'époque. Et pour M. Macron, on a fait un petit peu le point. Si vous me permettez. Sauf que ça fait 1 an et demi, Emmanuel Macron. Ça fait 1 an et demi, donc autant mettre la pression, si j'ose dire, en disant des choses. Mais je voulais, puisqu'on a eu un échange un peu vif avec M. Verling en 2 mots, il y a un argument que j'entends dans ce que vous dites, auquel je suis sensible. C'est par rapport aux autres. Effectivement, après le départ de l'accord de Paris de M. Trump, ça a énormément déséquilibré le système et l'approche internationale autour du changement climatique. Donc de ce point de vue-là, il faut être critique par rapport à ce qui se fait en France, mais le bilan, on pourrait comparer, pas forcément mal, on pourrait parler du Brésil en ce moment et d'autres pays. Cependant, si on se dit que la France devient un vrai leadership, et pas seulement en parole, et fait une politique environnementale qui sera bonne pour l'emploi, qui sera bonne pour l'agriculture, qui sera bonne pour la balance commerciale, qui sera bonne pour la dette, qui sera bonne pour les émissions de gaz à effet de serre, vous ne croyez pas que dans la démarche européenne qu'a M. Macron, et ça je le crédite d'avoir cette ambition, vous ne croyez pas qu'on serait plus fort parce qu'on proposerait un modèle à l'Europe et on pourrait prouver sur des bases vraies qu'on peut faire autre chose? Mais un point qui me paraît important aussi dans ce qu'Emmanuel Macron a lancé. D'abord, je redis vraiment que, encore une fois, et vous l'avez dit, il faut vraiment regarder l'état de la planète aujourd'hui et l'état de pensée des dirigeants de la planète aujourd'hui sur la question du climat. J'ose même pas parler de la biodiversité parce que là, c'est encore un autre sujet qui est vraiment loin derrière nous, mais rien que sur la question du climat, Trump, les Chinois,
Vladimir Poutine. Les Chinois ne sont pas si... Non, les Chinois, je suis désolé, c'est des gros prédateurs aujourd'hui, des gros prédateurs. Notamment sur la biodiversité, regardez ce qu'ils font en Afrique, c'est monstrueux. Bon, mais on a de la prédation importante qui est effectivement aujourd'hui à l'œuvre du côté des États-Unis, du côté de la Russie, du côté de la Chine et de beaucoup d'autres pays. Le Brésil aussi pose des gros problèmes. Par rapport à ça, le fait qu'on ait un président de la République français qui prend en main ce discours au niveau international, au moins il est là. Au moins, il est là. Enfin, on vient de le voir, d'autres l'ont été avant lui et ça a été apparemment suivi d'actes un petit peu plus Mais les Français sont là. Allez, on va pas faire un peu de cocorico, mais heureusement que les Français sont là, qu'Emmanuel Macron est là pour porter ce discours au niveau international. Sinon, je ne sais pas quel État ou quel continent porterait ce discours aujourd'hui d'une planète en danger. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on ne l'a pas dit, mais l'année dernière, il a lancé un événement, on va dire, parallèle par rapport à ce qui s'est fait jusqu'à présent. Il faut admettre aujourd'hui que toutes les conférences climatiques qui se sont succédées année après année ne sont... Alors, on a beaucoup glorifié la COP21, etc., mais il y a des limites à cet exercice où les États s'engagent seuls. Il fallait qu'il y ait d'autres acteurs qui s'engagent sur la question climatique. Il a décidé de réunir tous ceux qui sont des acteurs de la finance, avec le One Planet Summit qui s'est réuni l'année dernière, cette année une seconde fois. Ça n'est pas rien non plus. On a aujourd'hui des fonds souverains qui se sont mobilisés sur... c'est comme des centaines de milliards d'euros que représentent ces fonds souverains, qui s'engagent aujourd'hui. On verra concrètement sur quoi, mais ils ont décidé de s'engager. Il y a une mobilisation de la finance privée aujourd'hui par Emmanuel Macron qui n'est pas une petite affaire. Et je crois que quand on voit l'état des finances publiques, dire qu'on va solliciter des fonds privés pour s'engager sur le climat, c'est très important. Ça, c'est la patte Macron, Jérôme Absolument. Bignon. Oui, c'est assez pertinent ce que dit monsieur... Verling, pardonnez-moi, est pertinent. Il y a des choses qui se font, qui sont d'ailleurs pas spécialement visibles, parce que c'est vrai que vis-à-vis du grand public, l'apport de la finance, les financiers sont jamais très bien vus, et les gens sont sceptiques quand on dit les financiers vont mettre de l'argent sur ce type de sujet. Mais les financiers, s'ils le font, c'est certainement parce qu'ils y croient, mais aussi parce que ça peut les intéresser. Il y a derrière une économie, vous l'avez évoqué, qui peut se développer, qui va se développer, qu'il faut développer sur ces sujets-là. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est vrai que c'est la partie de l'iceberg qu'on ne voit pas, quoi. Il est un peu sous la mer encore. Espérons que tout ça va sortir. Moi, c'est difficile en un an et demi, en plus, de dire on a échoué ou on a réussi sur un sujet qui a une inertie considérable. L'opinion publique a bougé, moi je crois beaucoup, grâce notamment pas aux hommes politiques, mais au GIEC. La prise de conscience de la connaissance a été... des gens comme Jean Jouzel ont beaucoup plus contribué à faire... Grâce à la confrontation réelle aussi. Oui. On l'éprouve dans notre Oui, mais enfin, quotidien. elle est un peu café du commerce, la confrontation réelle des faits. Elle est un peu loin quand même, c'est jamais... Enfin, il y a des pays qui vivent des choses... Pour les viticulteurs, c'est assez concret. Et pas que. Par exemple. Oui, mais c'est le gel, la grêle, la pluie dans les vignes, ça existe depuis que le temps... Oui, mais l'avancée des vents... Ah, la montée, oui, 3 semaines, 4 semaines, mais pour les récoltes de blé, pareil. Moi, quand j'étais gamin, on récoltait le blé dans la Somme en septembre. Et pardonnez-moi, pour en revenir à cette patte Macron que j'évoquais à l'instant, on a entendu Adrien Quatennens sur Europe 1 ce matin, au micro d'Audrey Crespo-Mara, tant que la toile de fond restera le libéralisme économique et la compétition généralisée, on ne sera pas à la hauteur en matière climatique. C'est incompatible. Alors, c'est exactement ce qu'essaye de faire Emmanuel Macron, rendre compatible capitalisme, libéralisme, finance et écologie. Vous êtes sur la même ligne qu'Adrien Quatennens ? Ce qui est incompatible, en fait, c'est de à la fois favoriser les entreprises qui sont leaders actuellement en France, par exemple les énergéticiens, et de vouloir passer à un autre modèle. On a des acteurs actuels qui ne sont pas les mêmes sur les énergies renouvelables. On a de nouveaux acteurs. Les agriculteurs vont devenir producteurs d'énergie. Les citoyens, les collectivités, ça change complètement le modèle économique. On voit bien EDF qui a beaucoup de mal à changer, Total, Engie qui est en transformation. Écouter seulement les acteurs actuels et ne pas écouter finalement les employés de demain qui ne sont pas encore des électeurs, c'est là le souci. C'est finalement de ne pas prendre en compte suffisamment l'avenir et de n'écouter malheureusement que ceux qui vous tirent vers le passé. Hervé Kemp. Oui, je crois que c'est incompatible. Enfin, personnellement, avant que M. Quatennens le dise, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Pour sauver la planète, sortez du capitalisme » où j'expliquais pourquoi il y avait cette incompatibilité. C'est le constat qu'a fait M. Nicolas Hulot en quittant le gouvernement. Il l'a dit très nettement dans son entretien. Il y a une incompatibilité. Et je le crois. Alors, on n'a peut-être pas le temps de le détailler, mais je voudrais revenir sur un point, par exemple. Rapidement, parce qu'il nous reste moins d'1 minute. Sur la question de la finance verte. Eh bien, en un an, les choses n'ont pas avancé.
Les obligations vertes ne représentent que 1% du total du marché obligataire. On n'avance pas sur ce domaine. Donc il faut des interventions très différentes que s'en remettre spontanément, facilement à la finance verte et au marché lui-même. Et c'est la fin de ce grand débat. Merci à tous les quatre d'y avoir participé. Fin de cette émission. On se retrouve demain à la même heure sur Public Sénat. En attendant, vous retrouvez donc Oriane Mancini à 22h pour une édition spéciale autour du premier rassemblement des élus pour les libertés locales à Marseille, à la veille de ce congrès des régions de France. À 23h, nouveau programme sur Public Sénat. C'est le magazine de l'emploi, animé, vous le voyez, par Kadi Adoumdouas. Et puis demain matin, l'invité de Territoire d'Info, c'est Eric Ciotti, président LR du Conseil départemental des Alpes-Maritimes. Très bonne soirée, restez au cœur du débat.